Il existe un secret que les personnes les plus calmes que vous connaissez ne veulent pas que vous découvriez. Ce n'est pas qu'elles sont nées avec un gène spécial de tranquillité. Et ce n'est pas non plus que leur vie soit mystérieusement exempte de stress et de conflits. Le secret est bien plus déstabilisant. Elles ont appris quelque chose sur la nature des émotions que la plupart des gens ne réalisent jamais. Elles ont découvert que chaque sentiment que vous éprouvez, chaque accès de colère, chaque vague d'anxiété, chaque moment de déception accablante, est en réalité facultatif. Pas inévitable, pas imposé par les circonstances. Facultatif. Pensez à la dernière fois où le comportement de quelqu'un a complètement gâché votre journée. Peut-être était-ce un collègue qui s'est attribué le mérite de votre travail devant le patron. Peut-être un membre de votre famille qui a lancé cette remarque cinglante qu'il fait toujours. Peut-être un inconnu qui vous a coupé la route alors que vous étiez déjà en retard. À cet instant, vous avez probablement eu l'impression de n'avoir d'autre choix que de vous mettre en colère, de vous sentir blessé ou frustré. Votre réaction émotionnelle semblait aussi automatique que la respiration. Mais que diriez-vous si je vous disais que cette réaction était en réalité une décision que vous avez prise en une fraction de seconde, si rapidement que vous ne vous êtes même pas rendu compte que vous faisiez un choix? Et si chaque réaction émotionnelle que vous avez eue était en fait vous-même en train de vous porter volontaire pour cette expérience particulière, cela peut vous sembler impossible pour l'instant. Après tout, les émotions donnent l'impression de nous arriver, pas d'être quelque chose que nous créons consciemment. Lorsqu'on vous insulte, la douleur semble immédiate et inévitable. Quand vous êtes coincé dans les embouteillages, la frustration paraît découler naturellement de la situation elle-même. Quand vous êtes déçu par le comportement de quelqu'un, il vous semble qu'il est directement responsable de votre douleur émotionnelle. Mais voici ce que la neuroscience a révélé sur le fonctionnement de votre cerveau. Il existe toujours un intervalle entre ce qui vous arrive et la façon dont vous y répondez. Toujours. Cela peut ne durer que quelques millisecondes, mais il est là. Et dans cet intervalle réside un pouvoir auquel la plupart des gens n'apprennent jamais à accéder. Le pouvoir de choisir consciemment votre réponse émotionnelle plutôt que de la laisser être dictée par les circonstances. Les personnes qui semblent naturellement calmes n'ont pas éliminé cet intervalle. Elles ont appris à l'élargir. Elles se sont entraînées à reconnaître le moment de choix qui existe entre le stimulus et la réponse. Elles ont développé la capacité de faire une pause, même brève, et de se demander « Comment est-ce que je veux répondre à cela? Quelle réponse me servirait le mieux? Quelle personne est-ce que je choisis d'être dans cet instant ?» Il ne s'agit pas de réprimer les émotions ou de faire semblant que tout va bien, alors que ce n'est pas le cas. Il ne s'agit pas de devenir un robot qui ne ressent jamais rien profondément. Il s'agit de reprendre votre pouvoir de répondre aux défis de la vie à partir d'un lieu de choix conscient, plutôt que de réactions inconscientes. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 10 principes profonds qui transformeront fondamentalement votre relation avec vos propres émotions. Ce ne sont pas des platitudes réconfortantes, ni des coups de pouce temporaires d'humeur. Ce sont des vérités profondes et éprouvées sur la psychologie humaine qui ont le pouvoir de tout changer dans votre expérience de la vie. Vous apprendrez pourquoi certaines personnes peuvent rester centrées au milieu du chaos, tandis que d'autres sont constamment à la merci de leurs circonstances. Vous découvrirez comment protéger votre énergie émotionnelle comme le trésor qu'elle est, comment établir des limites que les gens respectent réellement, et comment transformer la critique en carburant pour la croissance. Le plus important, c'est que vous comprendrez comment vous libérer du bagage mental et émotionnel qui vous pèse depuis des années. Les rancunes que vous entretenez, les attentes qui vous déçoivent sans cesse, et le besoin de contrôler des choses qui n'ont jamais été sous votre contrôle. À la fin de notre temps ensemble, vous disposerez d'une boîte à outils complète pour la maîtrise émotionnelle. Vous saurez comment rester inébranlable face au chaos des autres, comment répondre aux conflits avec sagesse plutôt qu'avec réactivité, et comment maintenir votre paix intérieure quelle que soit la situation extérieure. Mais je veux vous avertir d'une chose, cette connaissance a un prix. Une fois que vous aurez compris ces principes,
Vous ne pourrez plus jamais prétendre que vos émotions sont entièrement hors de votre contrôle. Vous ne pourrez plus dire que quelqu'un vous a fait vous mettre en colère ou que les circonstances vous ont forcé à être bouleversé. Vous réaliserez que vous avez été bien plus puissant que vous ne l'imaginiez. Et avec ce pouvoir vient la responsabilité. La première chose que vous devez comprendre, c'est qu'entre chaque stimulus et votre réponse existe un espace. Dans cet espace se trouve votre pouvoir de choisir. La plupart des gens ne remarquent même pas que cet espace existe. Ils éprouvent de quelque chose de désagréable et réagissent immédiatement, comme si leur réponse était préprogrammée et inévitable. Mais Viktor Frankl, survivant de l'Holocauste et psychologue de renom, a découvert quelque chose de remarquable sur la nature humaine durant son séjour dans les camps de concentration. Même dans les circonstances les plus horribles imaginables, les gens conservaient une liberté que personne ne pouvait leur enlever. La liberté de choisir leur réponse à ce qui leur arrivait. Pensez à votre journée typique. Quelqu'un vous coupe la route et avant même de vous en rendre compte, vous serrez le volant. Votre rythme cardiaque s'emballe et vous marmonnez des propos que vous ne diriez jamais en société. À cet instant, vous avez donné à un parfait inconnu le pouvoir de contrôler votre état émotionnel. Une personne que vous ne reverrez jamais détermine maintenant si votre matinée sera bonne ou terrible. Voici ce que la plupart des gens manquent. Personne ne vous met en colère. Vous êtes volontaire pour la colère. Le conducteur n'est pas entré dans votre voiture pour actionner un interrupteur étiqueté « rage ». Votre colère est votre choix, votre création, votre responsabilité. Cela peut sembler dur, mais c'est en réalité la vérité la plus libératrice que vous entendrez jamais. Si vos émotions sont votre choix, alors vous avez le pouvoir de choisir différemment. La prochaine fois que quelqu'un fera quelque chose qui vous déclenche habituellement, essayez ce processus en 3 étapes. Premièrement, faites une pause. Créez juste un instant d'espace entre ce qui s'est passé et votre réaction. Deuxièmement, nommez ce que vous ressentez. Dites-vous « Je remarque que je me sens en colère » ou « Je ressens de la frustration ». Ce simple fait de nommer crée une distance entre vous et l'émotion. Troisièmement, demandez-vous « Quelle réponse me servirait le mieux en ce moment ?» Pas celle qui procure le plus de satisfaction sur le coup, mais celle qui me bénéficiera à long terme. Cela nous amène à une vérité fondamentale que la plupart des gens ont du mal à accepter. Vous ne pouvez pas contrôler les autres, et essayer de le faire est à l'origine d'une souffrance énorme. Nous traversons la vie avec des livres de règles invisibles, attendant que les autres suivent des scripts qu'ils n'ont jamais acceptés. Votre collègue devrait savoir qu'il ne faut pas interrompre pendant les réunions. Votre partenaire devrait penser à ranger la vaisselle. Votre voisin devrait baisser sa musique après 10 heures. Le mot « devrait » est sans doute le mot le plus dangereux de la langue française en matière de paix émotionnelle. Attendre des autres qu'ils se comportent selon vos normes, c'est comme essayer de changer la météo en vous plaignant. Ce n'est pas seulement inefficace, c'est épuisant. Chaque fois que quelqu'un transgresse vos attentes, vous ressentez de la déception, de la frustration ou de la colère. Vous offrez essentiellement aux autres le pouvoir de déterminer votre état émotionnel en fonction de leur capacité à respecter des règles qu'ils n'ont jamais acceptées. Imaginez, vous avez un collègue qui interrompt constamment les réunions. Chaque fois que cela arrive, vous sentez votre tension monter et vous pensez « comme c'est impoli, ne savent-ils pas mieux ?» Mais voilà, ils ne voient probablement pas cela comme impoli. Peut-être que dans leur famille, interrompre était un signe d'engagement. Peut-être qu'ils sont simplement enthousiastes à propos des idées discutées. Peut-être qu'ils ont un TDAH et peinent à contrôler leurs impulsions. Le but n'est pas d'excuser un comportement inconsidéré, mais de reconnaître que leurs actions les regardent eux, pas vous. En abandonnant l'idée qu'ils devraient ou agir autrement, vous reprenez votre liberté émotionnelle. Vous pouvez toujours aborder le comportement de manière professionnelle s'il nuit à votre travail, mais vous le ferez depuis un lieu de stratégie calme plutôt que de réactivité émotionnelle. Essayez cet exercice. Pensez à quelqu'un dont le comportement vous dérange constamment. Remarquez l'hypothèse que vous faites sur la façon dont cette personne devrait agir.
Mettez en doute le réalisme de cette attente. Une personne raisonnable partagerait-elle nécessairement votre point de vue? Enfin, recentrez votre attention sur ce que vous pouvez contrôler, vos réactions, vos limites, vos choix. Parlons maintenant de quelque chose qui détruit plus de relations et gaspille plus d'énergie que presque tout le reste. Le besoin d'avoir raison. Nous sommes tous passés par là. Une discussion commence innocemment, et soudain, nous ne partageons plus seulement notre point de vue, nous défendons notre ego. La conversation devient un champ de bataille où la victoire compte plus que la compréhension. Posez-vous cette question. Préféreriez-vous avoir raison ou préféreriez-vous être en paix, gagner l'argument ou préserver la relation? Ces deux options ne sont pas toujours mutuellement exclusives, mais souvent elles le sont. Et quand c'est le cas, il faut décider ce qui compte vraiment. Le besoin d'avoir raison relève généralement de la protection de notre image de soi plutôt que de la recherche de la vérité. Nous nous attachons à nos opinions comme s'il s'agissait d'extension de nous-mêmes. Lorsqu'on remet en question notre point de vue, nous nous sentons attaqués personnellement. Mais Lao Tse nous met en garde contre ce piège. Le sage n'entreprend rien de trop grand et accomplit ainsi la grandeur. Parfois, la plus grande victoire est de ne pas entrer dans un combat. Cela ne signifie pas devenir une sous-merde ou ne jamais défendre des principes importants. Cela signifie choisir ses batailles avec discernement. Gardez votre énergie pour les discussions qui comptent vraiment, celles sur les valeurs, les décisions qui impactent votre vie, ou les situations où rester silencieux permettrait de prévenir un vrai tort. Pour tout le reste, essayez le silence stratégique. Posez des questions curieuses au lieu de formuler des contre-arguments. Dites « C'est une perspective intéressante. Qu'est-ce qui vous a amené à cette conclusion ?» Cette approche mène souvent à des conversations plus riches et préserve votre énergie émotionnelle pour ce qui importe réellement. Voici une vérité qui peut faire mal. Si votre estime dépend de ce que les autres pensent de vous, vous êtes condamné à une vie de turbulences émotionnelles. La validation externe est comme une drogue. Elle procure un plaisir immense, mais le high ne dure jamais, et il faut sans cesse en reprendre pour se sentir bien. Marc Aurèle soulignait ce paradoxe étrange. Quels ennuis évite celui qui ne regarde pas ce que disent ou font ses voisins, mais se concentre sur ce qu'il fait lui-même. Nous prétendons nous aimer, et pourtant nous accordons plus de poids aux opinions des autres qu'à notre propre connaissance intérieure. Nous filtrons notre image de soi à travers des yeux qui ne nous comprennent peut-être pas, ne se soucient pas de nous ou ne partagent pas nos valeurs. Pensez à la dernière fois que quelqu'un vous a critiqué. Remarquez à quelle vitesse ces mots sont devenus votre propre voix intérieure. Remarquez comment son opinion a soudain semblé plus légitime que des années de connaissances personnelles. C'est là le piège de la validation externe. Elle fait de vous un prisonnier des humeurs, perspectives et agendas des autres. L'antidote consiste à développer ce que j'appelle la validation interne. Cela signifie apprendre à séparer les faits des opinions, les critiques constructives des attaques personnelles et les conseils utiles des projections ou de la jalousie. Lorsqu'on vous adresse une critique, faites une pause avant de l'absorber. Demandez-vous, cette personne est-elle qualifiée pour juger cet aspect de ma vie? A-t-elle mes meilleurs intérêts à cœur? Y a-t-il une part de vérité qui pourrait m'aider à grandir? Ou est-ce davantage le reflet de ses propres problèmes? Plus important encore, souvenez-vous que votre valeur en tant qu'être humain n'est pas à débattre. Vous n'avez besoin de l'autorisation de personne pour vous apprécier. Vous n'avez pas à gagner le droit d'occuper de l'espace dans ce monde. Votre valeur inhérente existe indépendamment de vos réussites, de vos erreurs ou des opinions des autres. Cela nous amène à l'un des aspects les plus pratiques et pourtant les plus difficiles de la maîtrise émotionnelle. Établir des limites. Les limites ne sont pas des murs pour tenir les gens à distance. Ce sont des ponts qui favorisent des relations saines, tout en protégeant votre ressource la plus précieuse, votre énergie. La plupart des gens ont du mal avec les limites, parce qu'ils les confondent avec la méchanceté ou l'égoïsme. Mais considérez cette métaphore. Vous avez une tasse dont vous versez le contenu dans la vie des autres.
si vous ne la remplissez jamais, si vous donnez jusqu'à ce qu'elle soit vide, que vous reste-t-il à offrir? Les limites ne consistent pas à priver d'amour. Il s'agit de maintenir votre capacité à aimer de façon durable. Dire oui à tout, c'est en réalité dire non à ce qui importe vraiment. Lorsque vous acceptez chaque demande, assistez à chaque réunion sociale et vous rendez disponible à toute heure, vous n'êtes pas généreux. Vous êtes irresponsable vis-à-vis de votre bien-être. Et lorsque vous êtes épuisé, débordé et plein de ressentiment, vous n'êtes pas au meilleur de vous-même pour qui que ce soit. Des limites efficaces sont claires, cohérentes et bienveillantes. Au lieu de dire « je ne peux pas parler, maintenant parce que je suis épuisé et j'ai besoin d'espace », essayez. J'aimerais donner à cette conversation toute l'attention qu'elle mérite. Peut-on se fixer un moment demain pour en parler lorsque je serai pleinement disponible? Voyez la différence? La limite est claire, mais formulée positivement et offre une alternative. Souvenez-vous, vous apprenez aux gens comment vous traiter parce que vous tolérez. Si vous dites toujours oui alors que vous voulez dire non, vous habituez les autres à avoir un accès illimité à votre temps et à votre énergie. Ce n'est pas de leur faute, c'est le résultat naturel de limites floues. La liberté, qui découle de limites appropriées et profondes. Comme l'a dit Épicure, la liberté est le plus grand fruit de l'autosuffisance. Lorsque vous vivez selon vos propres valeurs et priorités plutôt que celles des autres, vous reprenez possession de votre vie. Parlons maintenant de quelque chose qui pourrait vous surprendre. Les opinions des autres sur vous en disent bien plus sur eux que sur vous. Chacun perçoit le monde à travers le prisme de ses propres expériences, blessures, peurs et rêves. Lorsqu'on vous juge, on vous parle de son paysage intérieur. La personne qui vous traite de trop sensible est peut-être celle qui a dû réprimer ses émotions pour survivre. Celle qui dit que vous n'êtes pas assez ambitieux est sans doute habitée par une profonde insécurité sur la réussite. Celui qui critique votre apparence se débat peut-être avec ses propres problèmes d'image corporelle. Cela ne signifie pas que tout retour est invalide, ni qu'il faut balayer toute critique. Mais cela signifie que vous choisissez quelle opinion vous laissez influencer votre perception de vous-même. Vous n'êtes pas obligé d'accepter chaque jugement qui vous parvient. Voici un mantra puissant. Votre valeur n'est pas négociable. Répétez-le chaque fois qu'une critique touche un point sensible. Votre valeur en tant qu'être humain ne se vote pas. Il ne s'agit pas d'un processus démocratique, où chacun a voix au chapitre pour décider si vous êtes assez bien. Essayez cette visualisation. Imaginez la critique comme des feuilles flottant sur un cours d'eau. Vous pouvez les observer, en ramasser celles qui vous semblent utiles, mais vous n'êtes pas obligé de poser des barrages ou de laisser les feuilles s'accumuler et bloquer l'écoulement. Laissez-en passer la plupart pendant que vous restez, ancré sur la rive de votre propre connaissance intérieure. L'un des outils les plus puissants dans votre boîte à outils de maîtrise émotionnelle est aussi l'un des plus simples, le silence. Dans un monde qui valorise la répartie rapide et les réponses cinglantes, celui qui sait rester silencieux face à la provocation détient un pouvoir immense. Le silence affame la négativité du carburant dont elle a besoin pour grandir. Quand quelqu'un essaie de vous entraîner dans un conflit, votre silence l'empêche d'intensifier la tension. Quand on vous dénigre en réunion, une réponse calme et mesurée, ou pas de réponse du tout, parle souvent plus fort que n'importe quelle réplique que vous pourriez formuler. Marc Aurèle l'a profondément compris. La meilleure vengeance, c'est de ne pas devenir comme votre ennemi. Répondre à la colère par la colère, à la critique par la défensive ou à l'impolitesse par l'impolitesse, vous fait rejoindre l'énergie que vous tentez de combattre. Le silence vous permet de préserver votre dignité, pendant que l'autre révèle son propre caractère. Cela ne signifie pas devenir passif ou vous laisser écraser. Parfois, le silence est suivi d'une action, une conversation privée, une limite professionnelle ou simplement vous retirer de la situation. Mais au moment de la provocation, le silence vous donne le temps de choisir votre réponse au lieu de réagir bêtement. Exercez-vous. La prochaine fois que quelqu'un dit quelque chose qui vous déclenche habituellement, comptez jusqu'à 3 avant de répondre.
Pendant ces 3 secondes, demandez-vous: mes paroles vont-elles améliorer la situation ou l'empirer? Vous constaterez souvent que le silence est la réponse la plus puissante. Voici quelque chose qui peut paraître impossible. La gratitude et la colère ne peuvent pas coexister dans le même espace mental. C'est comme l'huile et l'eau, fondamentalement incompatibles. Cela signifie que la gratitude n'est pas seulement une belle pratique pour les bons moments, c'est un bouton de réinitialisation d'urgence de votre état émotionnel. Lorsque vous êtes coincé dans les embouteillages, furieux du retard, votre cerveau se focalise entièrement sur ce qui ne va pas. Mais si vous déplacez délibérément votre attention vers 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant: le fait d'avoir une voiture, d'être en assez bonne santé pour conduire, d'avoir un lieu où vous rendre, quelque chose de remarquable se produit. La colère ne diminue pas seulement, elle se transforme. Il ne s'agit pas de positivité toxique, ni de faire semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Il s'agit de reconnaître que votre attention est comme un projecteur, et ce que vous illuminez grandit dans votre expérience. Lorsque vous braquez votre projecteur sur ce qui ne va pas, les problèmes paraissent accablants. Quand vous l'orientez vers ce qui va bien, vous créez de l'espace pour les solutions et la paix. Essayez de tenir un journal de gratitude quotidien, mais soyez précis. Au lieu d'écrire « Je suis reconnaissant pour ma famille », notez « Je suis reconnaissant pour la façon dont ma fille rit de ses propres blagues » ou « Je suis reconnaissant que mon partenaire prépare le café chaque matin sans qu'on lui demande ». La précision rend la gratitude plus réelle et puissante. Cicéron appelait la gratitude « la mère de toutes les vertus », parce qu'elle engendre naturellement patience, résilience et perspective. Lorsque vous êtes véritablement reconnaissant pour ce que vous avez, il devient bien plus difficile pour les circonstances extérieures de bouleverser votre équilibre émotionnel. Abordons maintenant la reformulation de l'une des expériences les plus inconfortables de la vie, la critique. La plupart des gens entendent une critique et passent immédiatement en mode défense. Leur avocat intérieur commence à bâtir un dossier pour prouver que la critique est injuste, motivée par la jalousie ou tout simplement fausse. Mais si la critique pouvait devenir un carburant pour votre croissance, plutôt qu'une menace pour votre ego? Pensez à la critique comme à la pluie. Une partie est douce et nourrissante, vous aidant à grandir. Une autre est violente et destructive, comme une grêle dont il faut se mettre à l'abri. L'important est d'apprendre à distinguer les deux et à répondre convenablement à chaque type. Quand quelqu'un vous critique, posez-vous 3 questions. Premièrement, cette personne est-elle qualifiée pour juger cet aspect de ma vie? Deuxièmement, quel est l'état d'esprit derrière cette critique? Vient-elle d'un désir sincère d'aider ou d'un sentiment de jalousie, de compétition ou de frustration personnelle? Troisièmement, y a-t-il une part de vérité ici qui pourrait m'aider à progresser, même si la forme était maladroite? Épictète, le philosophe stoïcien, avait une approche brillante de la critique. Lorsqu'on lui signalait un de ses défauts, il se contentait de répondre « Vous devriez voir ce que vous avez manqué. Ce n'était pas du sarcasme, mais de l'humilité radicale. » Il comprenait que nous avons tous des angles morts et des domaines à améliorer, et il accueillait toute information susceptible de le faire grandir. Imaginez votre patron critiquant, une présentation sur laquelle vous avez travaillé dur, soulignant plusieurs points à améliorer. Votre premier réflexe pourrait être de défendre votre travail ou de vous sentir démoralisé. Mais que se passerait-il si vous voyiez ce feedback comme une information précieuse? Si vous considériez que votre patron investit du temps dans votre développement plutôt que de vous démolir? Ce changement de perspective transforme la critique d'attaque en opportunité. Il vous aide à dissocier votre valeur personnelle de votre performance et vous positionne comme une personne coachable et tournée vers la croissance, des qualités qui vous serviront partout. Enfin, explorons peut-être la pratique la plus difficile et pourtant la plus libératrice de la maîtrise émotionnelle, l'art de lâcher prise. Nous dépensons une énergie énorme à nous accrocher à des choses qui ne nous servent plus. Ancienne rancune, exigence perfectionniste, besoin de contrôler des résultats que nous ne pouvons pas influencer. Se cramponner à la colère,
C'est comme tenir un charbon ardent avec l'intention de le jeter sur quelqu'un d'autre. C'est vous qui vous brûlez. Chaque moment passé à rejouer d'anciens torts, à ressasser de vieilles disputes ou à nourrir des rancunes, vous vole la paix présente et les possibilités futures. Lâcher prise ne signifie pas devenir passif ou abandonner les choses qui comptent. Cela signifie libérer votre emprise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler pour investir votre énergie plus sagement dans ce que vous pouvez influencer. Cela signifie choisir la paix plutôt que d'avoir raison, la croissance plutôt que la perfection, et la présence plutôt que la rumination. Le processus de lâcher prise comporte 3 étapes. D'abord, reconnaissez ce que vous ressentez sans chercher à le changer immédiatement. Dites « Je constate que je suis encore en colère à propos de ce qui s'est passé le mois dernier » ou « Je garde encore cette blessure ». Ne jugez pas le sentiment, contentez-vous de le constater. Ensuite, reformulez l'expérience pour en tirer un enseignement. Demandez-vous « Qu'est-ce que cette situation m'a appris sur moi-même, sur les autres ou sur la vie ?» Cherchez le cadeau caché dans la douleur. Enfin, redirigez votre attention vers le moment présent. Qu'est-ce qui se passe maintenant et mérite votre attention? Qui est dans votre vie en ce moment et mérite votre amour? Lao Tzu a exprimé magnifiquement le paradoxe du lâcher-prise. Lorsque je lâche prise sur ce que je suis, je deviens ce que je pourrais être. Ce à quoi vous vous accrochez, le besoin d'avoir raison, l'image parfaite de la vie, le contrôle sur les choix des autres, ne vous protège pas, mais vous empêche de devenir ce que vous êtes censé être. La visualisation peut être un outil puissant ici. Imaginez-vous tenant des ballons, chacun représentant quelque chose que vous êtes prêt à lâcher. Voyez-vous ouvrir la main l'un après l'autre et regardez ces fardeaux s'élever dans le ciel. Sentez la légèreté envahir votre corps à mesure que vous les laissez s'envoler. Remarquez l'espace qui se crée dans votre vie lorsque vous ne portez plus ce poids supplémentaire. Les bienfaits du lâcher-prise vont bien au-delà du soulagement émotionnel. Lorsque vous ne défendez plus sans cesse, ne contrôlez plus et n'accrochez plus au passé, vous avez de l'énergie à consacrer à la créativité, à la connexion et à la croissance. Vous devenez plus attirant pour les autres parce que vous n'êtes pas alourdi par des bagages émotionnels. Vous devenez plus résilient parce que vous avez l'habitude de lâcher prise et de vous renouveler. Mais voici quelque chose que la plupart des gens ne réalisent même pas au sujet du lâcher-prise. Ce n'est pas un événement unique. C'est une pratique quotidienne, parfois au moment même. Vous pourriez lâcher prise sur une rancune le matin et vous surprendre à la reprendre l'après-midi. Cela ne signifie pas que vous avez échoué. Cela signifie que vous êtes humain. L'exercice consiste à remarquer lorsque vous tenez à nouveau le fardeau et à choisir de le déposer encore une fois. Pensez au lâcher-prise comme à l'entretien de votre maison. Vous ne la nettoyez pas une fois pour qu'elle reste propre à jamais. Vous mettez en place des habitudes quotidiennes pour maintenir la propreté. De même, la propreté émotionnelle exige une attention quotidienne. Vous remarquez quand le désordre mental commence à s'accumuler. Anciennes rancunes, nouvelles inquiétudes, attentes qui ne vous servent pas, et vous choisissez consciemment de les vider. La liberté qui en découle est profonde. Lorsque vous n'êtes plus alourdi par des bagages émotionnels, vous traversez la vie avec une légèreté immédiatement perceptible par les autres. Vous êtes plus présent dans les conversations parce que vous ne répétez pas mentalement d'anciens arguments. Vous êtes plus créatif parce que votre énergie mentale n'est pas accaparée par de vieux ressentiments. Vous êtes plus agréable à côtoyer parce que vous ne diffusez pas le stress latent issu du port de trop de poids émotionnels. Cette pratique de lâcher-prise conscient change également votre relation aux défis futurs. Lorsque vous savez que vous avez la capacité de libérer ce qui ne vous sert plus, vous craignez moins de prendre des risques ou d'affronter des difficultés. Vous développez la confiance en votre capacité à gérer ce qui se présente, non pas parce que vous pouvez contrôler les résultats, mais parce que vous savez lâcher prise de votre attachement à ces résultats. Alors que nous touchons à la fin de notre voyage ensemble, je veux que vous compreniez quelque chose de crucial. La maîtrise émotionnelle n'est pas une destination à atteindre une fois pour toutes. Ce n'est pas un diplôme à obtenir ni une compétence à maîtriser.
Complètement. C'est une manière d'être que vous choisissez encore et encore, instant après instant, jour après jour. Chaque matin, lorsque vous vous réveillez, vous avez l'opportunité de choisir comment vous vous rapporterez à vos émotions durant la journée. Serez-vous à leur merci ou en serez-vous le metteur en scène conscient? Laissez-vous les circonstances extérieures dicter votre état intérieur? Ou garderez-vous votre pouvoir de choisir vos réponses? La belle chose, c'est que cette pratique devient plus facile avec le temps, mais ne devient jamais automatique. Vous aurez toujours des moments où vous réagirez avant de vous souvenir de faire une pause. Vous rencontrerez toujours des situations qui mettront à l'épreuve votre équilibre émotionnel. La différence, c'est que vous vous remettrez plus rapidement et vous disposerez d'une boîte à outils de stratégies éprouvées pour retrouver votre centre. Chaque fois que vous faites une pause avant de réagir, vous reconfigurez littéralement votre cerveau. La neuroscience nous montre que les comportements répétés créent des voies neuronales, et plus vous pratiquez la réponse consciente plutôt que la réaction inconsciente, plus ces voies se renforcent. Vous n'apprenez pas seulement de nouvelles compétences, vous devenez une personne différente. Imaginez l'impact sur vos relations. Lorsque vous n'êtes plus constamment déclenché par le comportement des autres, vous devenez un espace sûr pour qu'ils soient eux-mêmes. Quand vous ne cherchez pas à contrôler ou à changer les autres, vous devenez quelqu'un qu'ils veulent fréquenter. Quand vous ne portez pas de rancune ou ne faites pas de compte, vous devenez quelqu'un d'aimable et de digne de confiance. Pensez à la façon dont cela transformera votre vie professionnelle. Quand vous n'êtes plus déstabilisé par les critiques ou la politique de bureau, vous devenez plus efficace et respecté. Quand vous pouvez garder votre calme sous pression, vous devenez la personne à qui les autres se tournent en cas de crise. Quand vous lâchez votre perfectionnisme pour vous concentrer sur le progrès, vous devenez plus innovant et plus performant. Imaginez l'impact sur votre monde intérieur. Lorsque vous n'êtes plus en guerre avec vos propres émotions, vous expérimentez un niveau de paix intérieure que la plupart des gens ne connaissent jamais. Quand vous ne défendez plus sans cesse votre ego, vous disposez d'énergie pour la croissance et l'amélioration personnelle authentique. Lorsque vous n'avez plus peur de vos propres sentiments, vous pouvez vivre la vie plus pleinement et plus authentiquement. Les 10 principes que nous avons explorés aujourd'hui. Choisir vos réactions. Lâcher vos attentes. Privilégier la paix plutôt que le besoin d'avoir raison. Maintenir une validation interne. Établir des limites protectrices. Vous détacher des opinions d'autrui. Utiliser le silence stratégiquement. Employer la gratitude comme bouton de réinitialisation. Reformuler la critique en carburant pour la croissance et maîtriser l'art du lâcher-prise ne sont pas seulement des outils émotionnels, ce sont des outils de vie. Ce sont les fondations d'une existence vécue avec intention, sagesse et véritable accomplissement. Mais voici la partie cruciale. La connaissance sans application demeure simplement une information intéressante. La transformation se produit lorsque vous commencez à mettre ces principes en pratique dans votre vie quotidienne. Elle a lieu dans les petits moments, lorsque vous êtes coincé dans les embouteillages et que vous choisissez la gratitude, plutôt que la frustration, lorsque quelqu'un vous critique et que vous choisissez la curiosité plutôt que la défensive, lorsque vous êtes tenté de répondre et que vous optez pour le silence plutôt que le conflit. Commencez là où vous êtes. Vous n'avez pas besoin de maîtriser les 10 principes à la fois. Choisissez celui qui résonne le plus en vous en ce moment. Peut-être s'agit-il de la pratique de la pause avant la réaction. Peut-être de l'établissement de meilleures limites. Peut-être du lâcher-prise du besoin d'avoir raison à chaque conversation. Engagez-vous à pratiquer ce principe pendant la semaine à venir et observez ce qui change dans votre expérience. Tenez un journal de vos progrès. Notez les moments où vous avez réussi à appliquer l'un de ces principes et comment cela s'est ressenti différemment de votre réaction habituelle. Repérez les déclencheurs qui vous surprennent encore et abordez-les avec curiosité plutôt qu'avec jugement. Souvenez-vous, l'objectif n'est pas la perfection, c'est le progrès. Partagez ce voyage avec d'autres, mais faites-le avec tact. Ne devenez pas la personne qui pointe sans cesse du doigt chaque réaction émotionnelle chez les autres.
Devenez plutôt celle qui incarne la maîtrise émotionnelle par son propre comportement. Que votre paix, vos limites et votre capacité à rester centré dans le chaos soient votre enseignement. Le monde a désespérément besoin de plus de personnes capables de rester calmes au milieu du chaos, qui répondent avec réflexion plutôt que de réagir impulsivement et qui conservent leur paix intérieure quelles que soient les circonstances extérieures. En incarnant ces principes, vous devenez une force stabilisatrice dans un monde de plus en plus tumultueux. Vous contribuez à la solution plutôt qu'au problème. Rappelez-vous, chaque maître fut un jour un désastre. Chaque personne que vous admirez pour son équanimité émotionnelle a d'abord affronté les mêmes défis que vous vivez aujourd'hui. Elles ont ressenti la colère, été paralysées par la douleur et épuisées par les montagnes russes émotionnelles. La différence, c'est qu'elles se sont engagées dans la pratique de la maîtrise émotionnelle, jour après jour, choix après choix, jusqu'à ce que cela devienne leur façon naturelle d'être. Votre transformation ne se fera pas du jour au lendemain, mais elle se produira. Chaque choix conscient que vous faites, chaque fois que vous faites une pause au lieu de réagir, chaque moment où vous choisissez la paix plutôt que le conflit, ces actions apparemment petites s'accumulent pour créer une manière fondamentalement différente d'expérimenter la vie. Il y aura des revers. Il y aura des jours où vous aurez l'impression de revenir au point de départ. Il y aura des situations qui mettront à l'épreuve tout ce que vous avez appris. C'est normal. Cela fait partie du processus. La pratique ne consiste pas à ne jamais tomber, mais à se relever plus rapidement à chaque fois. Votre vie paisible, confiante et inébranlable n'est pas seulement possible. Elle est inévitable lorsque vous appliquez ces principes de manière cohérente. Le chaos autour de vous n'a pas changé, mais votre relation à ce chaos s'est complètement transformée. Vous avez appris à trouver le calme dans la tempête, à maintenir votre centre lorsque tout autour de vous tourne, à répondre avec sagesse plutôt qu'avec blessure. Voici votre invitation à un autre type de vie. Une vie où vous êtes l'auteur de votre expérience émotionnelle plutôt que sa victime. Une vie où vous répondez aux défis avec grâce plutôt que de réagir dans le chaos. Une vie où votre paix intérieure est si solide que les circonstances extérieures perdent leur pouvoir de vous ébranler. Le voyage commence par votre prochain choix. Dans le prochain instant où quelque chose se produira et vous déclenchera habituellement, souvenez-vous de cette conversation. Rappelez-vous que vous avez des options. Rappelez-vous que votre réponse est votre pouvoir. Et choisissez judicieusement. Votre futur vous, celui qui a maîtrisé ses principes, vous attend pour faire le premier pas. Ce pas est toujours le même. Faites une pause, respirez et choisissez consciemment votre réponse. Tout le reste s'ensuit.